Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour une émission consacrée aujourd'hui au reconditionnement des VO. Le marché du véhicule d'occasion, on en parle souvent ici à Mobility TV, prend de plus en plus d'importance. Alors pour certains, c'est une évidence et pour d'autres, ça devient un peu nouveau. Le reconditionnement, c'est quelque chose que l'on retrouve chez les constructeurs désormais, on va le voir de plus en plus. Et il y a aussi des pionniers, des gens qui ont toujours un peu cru ou su que c'était quelque chose de crucial. On va le voir avec nos invités en plateau. Guillaume Limard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur marketing d'Aramis Auto. À vos côtés, Michel Perrat, bonjour. Bonjour. Consultant, fondateur d'Arval, longue carrière et grand spécialiste du véhicule d'occasion. Merci à vous d'être là. En face de vous, Max Aluni, bonjour, fondateur et dirigeant du groupe Albax. On va voir l'avis d'un carrossier sur ce sujet. Ce sera intéressant de vous interroger à ce sujet. Et puis en distance avec nous, Robert-Claude Soria, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Président de Clara Automobile au sein du groupe Dubreuil. Et je vais commencer avec vous parce que je crois que c'est quelque chose en lequel vous avez cru très vite. En tout cas, vous voyez un intérêt de manière très concrète, reconditionner un véhicule. Comment ça s'est concrétisé d'ailleurs pour vous de manière très précise? Alors, il y a beaucoup de choses autour de cette question-là. D'abord, on ne fait pas un centre de reconditionnement pour se faire plaisir. On fait un centre de reconditionnement tout simplement parce qu'on a en face de nous un client qui décide et qui a des envies qui évoluent. Et sur le véhicule d'occasion notamment, il avait envie, il y a déjà 13 ans qu'on a ouvert notre premier centre, il avait envie d'avoir un traitement de sa voiture qui se rapproche le plus possible d'un véhicule neuf. Et pour ce faire, il fallait qu'on ait une unicité de préparation dans la qualité, dans les coûts. Et en fait, ce qui se pose un réparateur aujourd'hui ou un vendeur de voitures d'occasion, il se pose une question très importante. Vous avez deux solutions pour essayer de maintenir des marges qui soient cohérentes. Soit vous achetez des voitures très bien, mais dans un contexte concurrentiel, c'est toujours un peu plus difficile. Soit vous les achetez correctement sans plus et vous les remettez en état. Et pour ce faire, après, vous avez deux solutions pour maintenir vos marges. Soit vous tirez un tout petit peu sur l'effet de remise en état pour pouvoir garantir une marge la plus lointaine possible. C'était un peu l'ancien temps de l'automobile. Soit vous vous dites que vous réparez votre voiture du mieux possible pour avoir la meilleure promesse client à l'autre bout. Et à ce moment-là, vous jouez sur des coûts industriels. Vous baissez vos coûts de préparation de remise en état par une industrialisation des process. Voilà les raisons. Ouais, on voit l'aspect très concret évidemment. Guillaume Limard, chez Aramis, la logique aussi a été similaire avec une usine, un centre de reconditionnement qui a été lancé en 2014, c'est ça? 2014, oui, tout à fait. En fait, en 2011, quand on est rentré sur le marché du VO, on a essayé de trouver des solutions pour remettre en état les voitures. Et on s'est confronté à deux problèmes principaux. Le premier, c'est la qualité, effectivement, donc hétérogène entre les différents garagistes à qui on faisait appel, et la durée de remise en état, puisque certains pouvaient nous remettre la voiture en état en 10 jours, d'autres en 50, donc on avait des problématiques assez complexes à gérer. Et donc ce qu'on s'est dit effectivement, c'est qu'il fallait maîtriser toute la chaîne, avec un centre de reconditionnement, une usine qu'on a créée à Montélimar, près de Montélimar, à Donzère, et dans laquelle effectivement on va aller de l'expertise jusqu'à la photo, garantir une cohérence sur toute la chaîne. Ce qui vous permet de garantir vraiment aux clients. Alors évidemment, on s'adapte à chaque véhicule, mais en tout cas, il y a cette cohérence qui était devenue nécessaire. Oui, d'autant plus qu'on voulait promettre aux clients quelque chose d'important qui était 1 an ou 15 000 km sans frais d'entretien. Et pour faire ça, si on n'a pas la maîtrise totale de la chaîne, on s'expose à des problèmes clients assez nombreux. Donc c'était nécessaire à la fois pour la croissance et pour le client. Ouais. Michel Perrat, ce que vous constatez, alors ce qui existait, ce qui était presque évident pour Aramis Auto et pour Robert-Claude Soria, ça commence à devenir très concret. Émile Frey a lancé une usine cet été. Renault vient d'annoncer que du côté de Flins, il y aura une activité reconditionnement. Ça vous semble évident que ce constat arrive là maintenant? Oui, c'est vraiment dans l'air du temps. Et je dis l'air du temps à dessein. Tout simplement parce que, comme vous le voyez dans d'autres domaines, celui du matériel, style, machine à laver, etc., c'est fini l'époque où on ne fait plus attention à ce que l'on a et où on met à la poubelle ou à la décharge. Enfin bref, on n'entretient pas ce que l'on a. Et donc, un véhicule, c'est quelque chose de très particulier, quelle que soit sa marque, quel que soit son âge. Et je crois qu'il est dans l'air du temps.
de faire durer la vie des véhicules et les propos que vous tenez et le métier et la manière dont ils prennent les choses, et l'un et l'autre et d'autres, je veux dire, y contribuent. C'est clairement ça. C'est une histoire d'abord de ne plus manipuler de la ferraille, quoi. Je veux dire, d'entretenir, de faire vivre, de faire en sorte que le client soit content. Voilà, c'est vrai en France, c'est vrai partout dans le monde, vraiment partout dans le monde. C'est vraiment un signe des temps. Ouais. Alors après, je pense que vous allez y venir très vite, hein. Il y a des dimensions économiques. Ce dont il parle, c'est et l'un et l'autre, et d'autres, c'est de clientèle captive, ouais. Quelque part captive. L'essentiel des clientèles n'est pas captive. Et donc, le stade après est un vrai sujet. Et je pense que vous en parlerez. Alors, mais, oui, c'est dans l'air du temps. Ouais. Max Aluni, groupe Albax. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, sans peut-être forcément monter un centre de A à Z? Est-ce que diversifier un petit peu, apporter sur certains aspects de la voiture, est-ce que c'est quelque chose qui... Alors je pense que de toute manière, on aura affaire à des donneurs d'ordre qui auront de gros volumes. Donc on ne peut pas bricoler. C'est où on crée un centre, ouais. Et on répond à la demande telle que vous le disiez auparavant, il faut la qualité, il faut la sécurité, il faut tout ça. Et lorsqu'on y réfléchit un petit peu, d'abord il y a peu de gens qui sont spécialistes pour créer des centres comme ça. Vous avez des gens comme Weimann en France, et puis après il n'y en a pas 36. Quand on discute avec eux, puisque c'est des questions que je me suis posées, parce que est-ce une opportunité ou ouais. Est-ce que c'est un miroir aux alouettes, pour un carrossier, j'entends. Moi je dirais que c'est pas si simple, c'est un investissement de 4 millions d'euros pour monter un centre qui va débiter 5000 voitures an. Ouais. Aujourd'hui, le coût de remise en état, grosso modo, lorsqu'on entend, c'est 1000 euros. Donc 5 millions de chiffre d'affaires par an. Si vous voulez revenir sur un investissement à 7 ans, il faudrait avoir 8% de marge. Moi, je ne crois pas trop qu'on va arriver à les trouver en tant que réparateur, hein, j'entends. Par contre, quand Aramis fait son propre centre et répare ses voitures, il y gagne. Pourquoi ? Parce qu'il y gagne en temps, en sécurité, en qualité. Parce que sa voiture, s'il la laisse sur un parc, elle lui coûte 15 euros par jour, plus une dévalorisation tous les jours. Donc plus vite il va aller, et mieux il va se porter. Mais moi, quand je vais être simplement devant un apporteur d'affaires, faut-il encore que j'arrive à trouver un contrat sur au moins 7 ans pour amortir et qu'il ne s'en aille pas au milieu. Ouais. Voilà, parce que sinon, l'investissement, il va être lourd. Après, ça nécessite, comme toute entreprise, ça nécessite des hommes et des femmes. Donc, il faut au moins tourner en 2 équipes. Et j'entendais tout à l'heure que vous, dans votre centre, vous tournez en 3 équipes. Ouais, donc, vous voyez que déjà, on est affûté sur... La concurrence, elle va être très, très, très sensible, et que c'est le coût qui va tout faire. Pour bien faire aujourd'hui, une prestation comme ça se vend à peu près 1000 balles, mais demain, il faudra la faire pour 800 balles. Et la faire pour 800 euros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va encore falloir pousser un peu plus loin le seuil pour amortir. Donc, qu'est-ce que je veux dire en conclusion ? Si je m'appelle Aramis, eh bien, oui, j'en monte un. Si je m'appelle Renault, Peugeot, Citroën, bien sûr que j'en monte. Si je suis carrossier, c'est peut-être un peu plus difficile et un peu plus délicat. Ouais. Robert-Claude Soria, sur le fait que, entre guillemets, tout le monde s'y mette. Vous pensez quoi d'ailleurs de ce que Renault vient d'annoncer du côté de Flins ? Ça vous surprend, ou vous dites que c'est plutôt logique qu'un constructeur qui cherche des solutions, hein, clairement, Flins, on arrête l'assemblage et on trouve d'autres solutions, s'y mettre sur ce créneau-là ? Non, ça ne me surprend pas, c'est intelligent. Maintenant, comme l'ont dit plusieurs personnes qui sont intervenues, il faut une intégration complète de beaucoup de choses. Pour réussir à en baisser les coûts, puisque la personne d'avant qui est intervenue a dit des choses tout à fait intéressantes. Effectivement, on est à gérer les coûts, à gérer les temps d'immobilisation. Nous, on a 2 centres. Hein. Aujourd'hui, on a 2 usines de reconditionnement déjà, et on a un projet d'une 3e usine en cours. Mais si vous voulez, il faut les rapprocher de plein de choses. La première chose, nos 2 usines
sont installés à quelques mètres de plateformes de pièces détachées. Ça, c'est un premier point important, parce que ça limite aussi les temps d'attente de pièces que vous auriez à changer sur des constructeurs parfois qui sont lointains et qui ont des temps d'approvisionnement de pièces très longs. Donc, être à côté de ceux qui vous fournissent les pièces, d'abord pour ne pas avoir de stock de pièces physiques dans les centres de préparation, 2, avoir des délais très courts, 3, avoir, évidemment, la situation géographique est importante, être à côté d'entrée de sortie d'autoroute. Nous, on a notre propre flotte de camions, ce qui nous donne une indépendance également avec 10 camions qui nous permet de dépendre un tout petit peu moins des délais de transport habituels. Ça, c'est certain. Et puis ensuite, pour le monsieur qui représente les carrossiers, il y a aussi une intégration complète de tous les métiers de la carrosserie. Parce qu'il n'y a pas qu'un métier, vous le savez bien, dans la carrosserie. Il y a beaucoup de métiers. On peut parler de ça, on peut parler de la problématique des jantes sur les voitures, qui est une énorme problématique. Vous ne pouvez pas vendre des voitures d'occasion à des prix de 15, 20 000 euros avec des jantes qui sont un peu grattées. Donc on a des machines, on a des tours numériques. Vous voyez qu'on est déjà au-delà de la simple usine classique où on fait un peu de mécanique, un peu de carrosserie. On est allé bien, bien au-delà. Et en plus, pour rebondir sur le monsieur d'avant et qui parlait qu'on avait des clients captifs, eh bien, oui, c'est vrai. Mais par contre, cette usine-là, cette capacité à avoir une qualité aux préparations où les voitures sont au top de la préparation, eh bien, elle nous ouvre les portes du digital. Et sans ça, je pense que les portes du digital, et l'exemple vous l'avez donné, c'est Renault, elles peuvent nous être confisquées si on n'est pas capable d'accélérer à ce niveau-là. Voilà. Guillaume Limard, sur ce que projette Renault également, en termes de délai, l'idée c'est de passer de ce qu'eux ont annoncé de 21 jours à un délai de 5 jours à terme. C'est justement en ayant tout ce que vient d'expliquer Robert-Claude Soria, quasiment entre guillemets tout sous la main, gagner un maximum de temps. Oui, exactement. Et c'est ce que vous avez mis en place, ce que vous avez. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles on a voulu créer cette usine de reconditionnement, c'est qu'on intègre toute la chaîne. Ouais. Et nous, effectivement, on l'intègre encore plus en amont, puisqu'on a le sourcing grâce à Remisauto.com avec la reprise. On a effectivement les clients qui revendent leur voiture au moment de changer. Et du sourcing jusqu'à la prochaine voiture qu'on voit, effectivement, toute la chaîne est intégrée. Ouais. Et c'est sûr que c'est grâce à ça aussi qu'on arrive à trouver des lead time, des temps de reconditionnement les plus courts possibles. Pour, comme le disait tout à l'heure Max, c'est vraiment pour limiter l'immobilisation des voitures et faire tourner le plus possible nos stocks. Ouais. Et Michel Perras, c'est aussi symptomatique de ce que les clients vont attendre d'une voiture d'occasion. C'est fini le moment où, alors ok, elle est un peu bosselée, en même temps, j'ai pas trop le choix, je vais prendre celle-là. Maintenant, on est peut-être un peu plus exigeant, et donc du coup, c'est logique de monter en gamme sur ce qu'on propose en véhicule d'occasion. Clairement, mais ça, c'est aussi un mouvement qui est, que l'on voit arriver depuis très longtemps. Et puis en plus, on met sous le vocable voiture d'occasion des réalités qui sont très, très, très diverses. Je veux dire, Max, qui est en face de moi, il est au bout de la chaîne sur la voiture d'occasion, puisqu'il en est dans la voiture de collection. Il n'y a rien de plus qui ressemble plus à une voiture de collection qu'une voiture d'occasion, ou l'inverse d'ailleurs. Et pourtant, je veux dire, à chaque voiture d'occasion, y compris versus collection, il y a une clientèle différente. Aujourd'hui, en France, alors c'est pas un scoop, hein, et en France et dans bon nombre de pays qui sont limitrophes, l'Allemagne, pour ne pas la citer, exporte de l'ordre de plus d'1,5 million de véhicules par an d'occasion. Ouais. Et sur ce 1,5 million de véhicules par an d'occasion, il y en a 1 million qui part en Pologne et ils ne sont pas très beaux. Si je mets l'accent là-dessus et si je dis un mot là-dessus, c'est juste que si la Pologne importe des voitures d'occasion qui ne sont pas très belles, c'est pour une seule raison, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de carrossiers de l'autre côté de la frontière qui attendent ces voitures. Donc, c'est... parce que c'est de la main-d'œuvre que l'on met au bout, et après ça s'en va en Lituanie, Tallinn, Vilnius, etc. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que le marché de la voiture d'occasion n'est pas un marché uniforme, n'est pas un sujet uniforme. Ouais. Il n'empêche qu'une des manières de faire la différence vis-à-vis du client aujourd'hui en France, c'est effectivement
de porter une vraie attention à la voiture d'occasion qu'on lui vend, à la voiture d'occasion qu'on lui livre. Il veut la qualité du VN. Et je rejoins complètement les deux intervenants et Max sur ce plan-là. Ah. Oui, complètement. Là-dessus, j'apporterai juste une petite précision. Nous, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a des clients qui demandent encore du prix. Et donc, en fait, pour leur offrir ce prix, on laisse forcément des défauts esthétiques. Oui, voilà, quand le critère principal devient le prix, forcément, tout à fait. Par contre, on va bien les montrer en photo, pour que le client ne soit pas surpris. C'est ça. Voilà, il y a une rayure, on te la laisse, mais évidemment, du coup, ta voiture est moins chère. Bien sûr, donc, c'est un best deal pour toi. Donc, effectivement, en fait, il y a une gamme de clients qui est très, très large, du VO très récent jusqu'à du VO un peu kilométré. Sur lequel on accepte évidemment des dommages plus importants. Mais il veut un discours de vérité. Il veut un discours de vérité. Oui, bien sûr. Mais je pense quand même que, de toute manière, le VO, aujourd'hui, s'en va des petits garageaux qui faisaient leurs bricoles, leurs voitures comme ça. Aujourd'hui, c'est des gros volumes, tout de suite. C'est des gens comme vous, c'est des gens comme Renault, etc. Et c'est là où les constructeurs, etc., c'est là où on a vraiment les gros volumes. Et là, on se bat sur la qualité, la rapidité, sur vraiment la sécurité. Et on ne parle pas encore assez. Par exemple, on revient aux premières idées de demain, on va avoir des voitures électriques qui vont arriver. Il va falloir encore adapter. C'est ça. Comme le disait, je n'ai pas retenu son nom. Robert Claude Soria. Voilà. Il disait, bon, nous, on en est aux jantes, etc. Bien sûr qu'il faut traiter les jantes. Mais demain, il faudra traiter les batteries. Il faudra traiter autre chose. C'est-à-dire que le VO, quand on va investir aujourd'hui et qu'on veut un retour d'investissement, si on s'installe dans ce métier-là, eh bien, il va falloir être vraiment open sur tout ce qui va sortir et sur les voitures qui sont vendues aujourd'hui. Bien sûr. Robert Claude Soria, justement, vous parlez d'un troisième centre qui va bientôt ouvrir pour vous. Est-ce que ça fait aussi partie de votre réflexion, la prise en compte forcément de l'électrification des gammes, on va le dire comme ça? Oui, c'est d'autant plus pris en compte que je me bats depuis des années déjà avec les constructeurs pour anticiper au niveau du véhicule d'occasion la rentrée de l'électrique. Moi, j'ai dit depuis longtemps et je ne suis pas toujours entendu, et c'est ça qui m'agace un peu, c'est qu'en fait, la clé du VN électrique, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sera pas le VN, ce sera le VO. Parce que si on coince dans les reprises VO, tout bêtement, parce qu'au bout de 8 ans ou 160 000 km, c'est à peu près la moyenne pour tous les constructeurs de garantie des batteries, quand vous allez reprendre des voitures proches de ces niveaux de fin de garantie, qui va prendre le risque de les reprendre et de les revendre sans aucune garantie sur quelque chose qui coûte cher? Donc je comprends pas les constructeurs à ce niveau-là, sur le fait qu'ils ne s'emparent pas du sujet. C'est un sujet touchy parce que ça veut dire derrière trouver un système d'assurance pour réassurer les clients qui vont racheter des voitures. On sait très bien, on est aujourd'hui au stade de départ de l'électrique, c'est-à-dire que quand on a un souci, on change le pack complet. Demain, on sait très bien qu'on va intervenir sur des cellules, qu'on pourra ouvrir les packs. Une cellule, ça coûte beaucoup moins cher et que le risque est moins important. Mais je répète qu'aujourd'hui, mais comme pour les bornes électriques, comme pour tout le reste, on est aveugle. On regarde ce qu'on vend, on ne s'occupe pas de ce qui va se passer. Et le frein qu'on a aujourd'hui, il est juste, on en a tous un bout chez nous. Et ça, c'est extrêmement pénalisant. Voilà. On n'a pas non plus organisé le retraitement des batteries. Enfin, on peut aller très loin. Et je trouve dans ce pays, on n'anticipe pas. Et ça m'énerve, mais vous ne pouvez pas imaginer. On comprend. Mais effectivement, sur le recyclage des batteries, il y a des petits projets, il y a des vrais projets qui arrivent, mais on pourrait se dire pourquoi ce n'est pas en place depuis 4 ou 5 ans. Guillaume Lémar, sur justement les hybrides, alors il n'y en a pas tant que ça, et les électriques, Zoé, Yaris, ce type de véhicules qui commencent forcément à être sur le marché de l'occasion, il y a un package spécifique aussi à proposer et il faut s'adapter aussi pour vous, pour l'usine notamment. Oui, alors l'usine, on est prêt depuis longtemps maintenant puisqu'on a sur place des salariés qui maîtrisent totalement la chaîne électrique, donc qui peuvent intervenir sur les voitures, qui sont formés et accrédités pour le faire. Ça, c'est la première chose. L'enjeu aussi sur l'électrique, c'est que les subventions de l'État aujourd'hui sur les véhicules neufs font qu'une voiture d'occasion est moins attractive, en tout cas l'est beaucoup plus tard dans le temps. Et donc aujourd'hui, c'est aussi la raison pour laquelle la prime de 1 000 € a été votée récemment sur les voitures d'occasion électrique. Ouais. Il y a cet écart qui n'est pas évident à combler. Et donc c'est un des enjeux qu'on a. Sur les hybrides, c'est moins le cas. Quoique, il y a encore pas mal de primes à la conversion et de bonus quand même en cours. Mais voilà, donc c'est un des enjeux, c'est l'enjeu du sourcing. Des voitures qui ne sont pas encore toutes là, évidemment, sur le marché, parce que les modèles sont arrivés il y a moins de 3, moins de 4, moins de 5 ans.
Donc la demande est là, c'est sûr, l'offre pas encore tout à fait. Ce sera une chose à regarder de près aussi, hein, comme on sait, on s'adapte à ce type de véhicule. Oui, si vous l'acceptez, je voudrais juste revenir d'une phrase sur les voitures d'occasion non électriques. Hein. Je crois qu'il ne faut pas fermer le banc comme ça. Je veux dire, on parle beaucoup de ceux qui ont des clientèles captives. On a parlé des constructeurs, on parle d'Aramis, on parle du groupe Dubreuil. Enfin, on parle d'un certain nombre de grands groupes. Je pense qu'un certain nombre d'opérateurs possibles seraient bien inspirés à regarder qui peuvent être les donneurs d'ordre importants, en fait, qui, dans chaque pays, voire au-delà, a des retours de VO en état, plus en état, moins en état, importants, voire très importants, et qui n'ont pas alors, ni dans les têtes, ni surtout dans l'envie de traiter ces sujets de voitures d'occasion, tout simplement parce que des mécaniciens chez eux, ou des carrossiers, ou des peintres, ce n'est pas du tout le statut de l'entreprise. Et il y a de très très gros poissons dans ces sujets, où l'unité de compte n'est pas la dizaine de milliers de véhicules. L'unité de compte est la centaine de milliers de véhicules. Ce qui veut dire que ce n'est pas un opérateur, c'est avec plusieurs opérateurs qui pourraient dealer. Et avec eux, c'est vraiment un sujet prégnant. Ils n'ont pas la compétence, mais ils auront ce besoin. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas, pour une raison extrêmement simple. Il n'y a pas de pression sur les coûts. Demain, il va y avoir de la pression sur les coûts, il y aura de la concurrence. Ils seront obligés de faire à 800 ce qu'aujourd'hui est fait à 1000. Et je rejoins ce qui est dit par les divers intervenants. Et eux ne mettront pas les mains dans le cambouis pour parler trivialement. Et pourtant, il leur faut des solutions, absolument. Et ce n'est pas chez les loueurs courtes. Ce sera l'occasion d'en reparler. Max, allez-y pour terminer. Non, mais bien sûr qu'on trouvera ça chez les loueurs longue durée. Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont l'argent pour investir sur des ateliers comme ça. Ils n'ont pas le savoir-faire. Mais ils n'ont pas le savoir-faire. Donc, voilà, show must go on. Très bien, ce sera à suivre. On pourra en reparler dans quelques mois quand certains projets auront vu le jour, quand l'électrification des gammes aussi aura fait son effet sur le marché de l'occasion. Ce sera intéressant à suivre. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Merci Robert Claude Soria à distance et à vous trois en studio. À très bientôt sur Mobility TV.